Donc, d'abord, Patrice, tu vas commencer et je crois tu vas nous parler des trois systèmes parce qu'il y aurait trois systèmes alors. Il y aurait trois systèmes. A priori, vous en connaissez deux, mais moi j'ai envie de vous emmener sur un troisième. Le troisième complétant ce qui a été dit sur les autres systèmes. Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition des Chroniques Melchior pour l'entrepreneur. Tous les vendredis Chérie. à 10h30, on va parler de sujets qui concernent les entrepreneurs. Je voulais vous parler aujourd'hui de prise de décision. Et je voulais regarder avec vous ce qu'ont dit Kahneman, Daniel, et Olivier Houdet, de la façon dont on pense, dont ils pensent que nos cerveaux fonctionnent. Euh, Ça paraît nébuleux comme titre, mais j'en ai pas trouvé de meilleur. Je me suis dit que ça vous aiderait peut-être à comprendre le fil de la discussion. On démarre. Alors, on va démarrer avec Daniel Kahneman. Vous connaissez peut-être, j'espère. Si vous ne connaissez pas, probablement jetez-vous sur le bouquin. C'est pas si difficile d'accès et c'est précieux parce que ça partage. Daniel Kahneman, c'est celui qui a écrit Thinking Fast and Slow, psychologue de métier, économiste également, américano-israélien. C'est quelqu'un qui a travaillé dont les travaux ont servi de base à l'économie comportementale. Pour le faire ultra caricaturalement, on a très longtemps postulé que chaque individu est totalement rationnel, qu'il prend les meilleures décisions possibles et que l'économie est au fond juste la somme d'individus totalement rationnels, des homo economicus. Kahneman, d'autres, disent attention, c'est plus compliqué que cela. Les comportements individuels sont plus sophistiqués qu'il n'y paraît, moins clairs. Tout ça vient de sa théorie des perspectives. Surprise pour un psychologue, il y en a deux, il n'est pas le seul. Il a eu un prix Nobel d'économie en 2002 pour ses travaux. Il a eu le prix de la Banque de Suède, qui vaut prix Nobel d'économie. Avec Simon, ce sont les deux seuls psychologues qui ont été reconnus pour leurs travaux avec les conséquences que ça a en économie. Et ce livre est le fruit de tout son travail, matiné de plein d'autres choses passionnantes. Le livre date de 2012. Je vous propose qu'on plonge dans le livre. En français, système 1, système 2, les deux vitesses de la pensée. Alors, plein de choses dans ce bouquin, mais je vais en retenir 3 ou 4 là et on va développer. Kahneman, un de ceux qui a mis en évidence les biais cognitifs, nous explique comment et pourquoi nous sommes soumis à plein de biais. Des biais qu'il appelle cognitifs, des biais dans notre façon d'appréhender ce qui se passe autour de nous, dans la façon dont la cognition, la compréhension du monde est impactée par des choses chez nous pas si simples. Et c'est extrêmement intéressant ce qu'il dit, puisque nous pensons rationnel, voire nous nous revendiquons rationnels, nous nous affirmons rationnels. Pourtant, notre expérience nous dit l'inverse. Notre expérience nous dit qu'il y a plein de décisions qu'on prend qui ne sont pas si rationnelles que ça. Ce qui nous le dit, c'est le résultat. On pense prendre des bonnes décisions et pourtant on se plante. Pourquoi se plante-t-on? Est-ce un défaut de rationalité? C'est ça que va travailler Kahneman pendant toute sa carrière. Il travaille encore Kahneman. Si on plonge dans le bouquin, il explique qu'il y a deux systèmes qui cohabitent, deux modes de pensée. Son point n'est pas de décrire notre cerveau en zone géographique. Son point est d'expliquer que nous combinons des modes de pensée différents qui ont leurs caractéristiques propres, avec des avantages évidents, mais aussi des inconvénients. Le premier mode, le système 1, le thinking fast, fast thinking. C'est un mode de pensée intuitif, émotionnel et automatique. Par exemple, lorsque vous conduisez, je vais filer la métaphore, lorsque vous conduisez, il est probable que vous changez de vitesse sans vous en rendre compte, en tout cas pour ceux qui ont une voiture manuelle. On ne parle pas des Tesla, bien entendu. Changement de vitesse automatique, en tout cas changement mécanique de vitesse sans qu'on y pense. Votre cerveau ne se dit pas « Tiens, le moteur fait du bruit, je regarde mon compteur m'indique que je suis en sur-régime,
confirme en tout cas. Donc, il est temps de passer le rapport supérieur. L'inverse. C'est extrêmement efficace. Vous pouvez conduire et parler. Le fait de parler avec votre voisin ne vous empêche pas de conduire. C'est extrêmement efficace et c'est tellement efficace qu'en fait, c'est très peu consommateur d'énergie. Tout l'objet de nos apprentissages, c'est de basculer un maximum de choses du côté du système 1, les faire sans y penser. C'est ce qu'on appelle des heuristiques. C'est tout ce que vous engrainez dans votre cerveau comme automatisme. C'est des heuristiques au sens où c'est pour l'essentiel des savoirs statistiques. C'est-à-dire, ils sont globalement bons, ils sont en moyenne efficaces, mais parfois ça ne marche pas. Et c'est fabuleux parce que ça permet de faire plein de choses. À côté, il y a un deuxième système, le slow thinking. Il est à l'opposé. Quand je dis qu'il est à l'opposé, il est complètement à l'opposé. C'est un mode de pensée qui est lent, qui est réfléchi, qui suppose un effort, qui consomme de l'énergie. Hop là. Pardon. C'est la chose qu'il ne faut jamais faire, mais ce n'est pas grave. C'est un mode qui consomme de l'énergie beaucoup. Mais l'avantage, c'est que les réponses qu'il donne sont exactes. S'il fallait trouver une image, ce sont des algorithmes. Là, pour le coup, c'est une pensée très rationnelle. Si A est B, alors je peux dire en toute certitude que c'est vrai. Ça donne la bonne réponse. Et c'est vraiment fabuleux. Alors, c'est fabuleux, mais ça nous fait réaliser que on a des limites. Et c'est une partie des biais qui sont mis en évidence par Kahneman. Ce système 1, notamment, a une grande difficulté à faire des calculs justes à tous les coups. C'est vrai, y compris chez les plus éduqués. Kahneman s'est amusé à répéter des expériences, on va en faire une ensemble, y compris dans les plus grandes universités, Harvard, Yale, etc. Et il a été très surpris, les gens se plantent avec une constance remarquable, y compris quand ils sont très éduqués, quand ils sont très formés. En fait, notre intuition est souvent prise en défaut sur des problèmes logiques et statistiques. Notre système 1 pêche. Je vous propose le petit travail suivant. Une batte et une balle coûtent 11 € à L2. La batte coûte 10 € de plus que la balle. Combien coûte la balle? Arrêtez-vous tout de suite, ne faites rien, ne pensez pas. Prenez un papier, notez la première réponse qui vous vient à l'esprit. Si vous arrivez à le faire, c'est quoi pour vous la réponse de combien coûte la balle? C'est bon? Alors maintenant, mettez-moi... Non, Sébastien, tu triches. Pardon. Ah oui, non, Sébastien m'envoie le message à moi en direct, il connaît le truc, c'est pas drôle. Mettez-moi dans le chat ce que vous pensez être la bonne réponse. Mais Sébastien est très bon. Vous avez une idée? Ah, on a tous une idée. Alors, c'est quoi l'idée qui vous venait intuitivement à l'esprit? Évidemment, 1 €. Vous êtes d'accord les uns et les autres? Faites oui de la tête ou non de la tête. Ouais. Eh bien oui, c'est la réponse intuitive. Mais c'est normal, c'est intuitif. Si la balle vaut 1 € et que la batte vaut 10 € de plus, la batte vaut 11 €, donc tout ça vaut 12 €. Je me suis fait avoir. Mon système 1 a court-circuité ma capacité à calculer. On le fait tout le temps, c'est terrible. Alors maintenant, si vous voulez faire le calcul plus précisément, vous allez voir que la seule façon que pour 11 € de plus, pour 10 € de plus, on atteigne 11 €, c'est que la batte coûte que la balle coûte 50 centimes. Ben oui, 50 centimes plus 11 €, 50 centimes plus 10 €, ça fait 10,50 € la batte, 10,50 € plus 50, on est à 11 €. Voilà. Vous avez la plus belle des illustrations de pourquoi le système 1 qui domine nous plante dans la vraie vie. Et c'en est frustrant. De mémoire, hein, quand Kahneman fait ça dans une université de mathématiques, donc des gens intelligents, des gens qui savent compter, les gens répondent « Ah ben oui, ça vaut 1 € à 50%. » C'est quand même grave pour des matheux. Le système 1 domine donc.
C'est normal, il est nourri par notre expérience, il ne coûte aucune énergie. Et le problème, il nous coûte tellement peu d'énergie, c'est qu'on est tenté de s'y fier sans y penser. Et pas de bol, de temps en temps, on a tort. Vous venez de le voir avec le coup de la batte et de la balle. En fait, on tire des conclusions trop rapidement, potentiellement, avec le système 1. Et si on tire des conclusions trop rapides, alors on prend des décisions qui sont mauvaises. C'est l'idée que, en moyenne, on a bon, mais parfois c'est faux. Et là, je ne résiste pas à vous parler de Taleb. C'est pas moi, c'est Kahneman qui en parle. Une des heuristiques dans laquelle on tombe souvent, c'est ce que Taleb décrit comme notre capacité à mettre en récit ce qui nous arrive, à voir des causalités, à raconter des histoires. Hier, j'ai traversé la rue, j'ai vu un chat, je me suis dit qu'il allait faire beau. Ben non. Mais si, chaque fois que je croise un chat en traversant la rue, il fait beau. Ben non. Ben si. Ben non. Regarde, aujourd'hui, il fait pas beau. Ah oui, tu as raison, mon histoire est absurde. Mais voilà, on a cette tentation de nous raconter des histoires. C'est vachement embêtant. Si on sait raconter cette histoire comme étant une vraie histoire, on pense qu'on comprend le passé. Si on comprend le passé, on pense qu'on a de bonnes chances de prédire le futur, de prendre des décisions efficaces. Hop, on s'est encore fait avoir par le système 1. Voilà, deuxième illustration de pourquoi on se plante. Et c'est là où Olivier Houdet aide à dépasser ce que dit Kahneman, ou plutôt aide à passer à l'action et contrôler un peu mieux tout ça. C'est qui Olivier Houdet? Olivier Houdet, c'est un monsieur très sérieux, très sérieux. Il est à l'Académie des sciences, c'est vous dire. Il est beau, il a un costume vert. Je rigole, mais le gars est vraiment passionnant. C'est un professeur de psychologie du développement. C'est un chercheur. Il n'a pas arrêté de chercher depuis 1963. Ses recherches ont porté sur le développement de l'enfant. Certains d'entre vous ont été intéressés par des questions sur le développement de l'enfant et tous les enseignements de Piaget, qui est très longtemps à rester le maître sur ce sujet-là, y compris pour Olivier Houdet. Mais Olivier Houdet est allé plus loin. Il a travaillé notamment avec des recherches en neurosciences au sein d'un labo qui s'appelle l'Absidé, ce matin c'est dur, un laboratoire qui est réputé justement pour sa capacité à rechercher et à observer en temps réel le cerveau et voir comment tout ça fonctionne en lien avec notre prise de décision. L'un des premiers points qu'Olivier Houdet souligne, c'est que l'intelligence humaine n'est pas un algorithme, pas plus qu'elle n'est qu'une heuristique. Il souligne que nous pensons avec notre corps et avec nos émotions. C'est un truc que Kahneman valide complètement. Il explique que la cognition est incarnée. Pour Kahneman, c'est évident, notre corps nous aide à penser. Ce qui est intéressant, c'est que Houdet va un tout petit peu plus loin. Non seulement notre corps nous aide à penser, mais nos émotions sont fondamentales. Elles sont absolument fondamentales parce qu'elles nous aident, elles nous envoient des signaux pour arbitrer entre ces deux modes de pensée. Et ces signaux, en fait, font partie de l'intelligence. Notre capacité à basculer d'un modèle à l'autre est extrêmement important. Pour lui, l'anticipation d'un regret, un remords, le doute, la crainte de la souffrance, l'émotion qu'on pourrait se tromper, la curiosité sont des signaux fabuleux. L'étape d'après de son raisonnement, c'est en fait, cette capacité à être attentif à certains signaux nous permet d'arbitrer, de passer d'un système à l'autre. C'est en fait ce qu'il appelle une forme de résistance. Une résistance pour combattre les biais cognitifs. Cette résistance, elle nous permet de dépasser le système 1 avec ses heuristiques approximatives. En fait, pour être intelligent, vraiment intelligent, il nous faut une capacité d'inhibition, une capacité de nous dire « Oh là là, je vais résister à mon envie de dire 1 euro la balle pour vérifier si là, il ne faut pas que je me pose la question de savoir s'il y a autre chose. » Là où ces développements sont fabuleux, c'est pour moi en tout cas, c'est que maintenant qu'on parle beaucoup de big data et d'intelligence artificielle, ça donne une compréhension de pourquoi
l'intelligence artificielle n'est pas si intelligente que ça. Je raisonne comme Kahneman. Le propre du big data, c'est de manipuler des grands jeux de données. Plus les jeux de données sont grands, plus l'intelligence artificielle, dans ses mécanismes d'apprentissage, fait des inférences, fait de la statistique. Le problème, c'est que plus les données sont nombreuses, plus il y a un danger de biais dans les données. Pas des biais cognitifs comme ceux de notre cerveau, mais juste le fait qu'on risque de détecter des choses en moyenne. Il dit, l'intelligence artificielle ne pourra devenir intelligente, vraiment, qu'une fois qu'elle est capable de dire « Ouh, est-ce que je dois me méfier de la statistique que je détecte au travers du big data ?» Donc, basculer en algorithmétrie. Être capable de choisir lequel des deux systèmes penser. Pourquoi je dis ça? C'est qu'en fait, c'est totalement décisif. Décisif parce que ça introduit l'idée qu'il y a un troisième système. Premier système, Kahneman. Heuristique, une pensée automatique, intuitive. Elle est rapide, extrêmement peu coûteuse en énergie, mais elle n'est que fiable en moyenne. Et c'est pas de bol, quand vous traversez la rue juste à l'oreille, parce que vous savez qu'une voiture fait du bruit, ben le jour où la voiture devient électrique, le jour où il y a des scooters électriques, pas de bol, il y a danger que vous n'ayez rien entendu et que vous traversiez sans faire attention. Et là, paf. En moyenne, vous aviez bon, ça fait du bruit d'habitude, mais là, vous n'avez pas entendu le bruit. Le danger, cette fois-ci, c'est que vous êtes mort. Donc, il y a besoin de ce système algorithmétrique qui, lui, est réfléchi, logico-mathématique. C'est des travaux de Piaget, notamment. C'est aussi des travaux de Kahneman. Très fiable. Et honnêtement, si on doit penser consciemment à tous les gestes qu'on fait et à toutes les décisions qu'on doit prendre à un moment T de façon réfléchie, on est mort parce que c'est trop consommateur. Aujourd'hui, il faut savoir que dans l'énergie de notre corps, il y en a un gros bout qui est juste dirigé pour faire tourner le cerveau. C'est compliqué d'en mobiliser beaucoup plus. C'est fatigant, c'est épuisant. Ce que nous dit Oudé, c'est bonne nouvelle, les gars, il y a un troisième système, c'est un système d'inhibition. Et cette inhibition vous rend intelligent. Et ça, c'est génial. En fait, pour lui, le système heuristique nous conduit à l'approximation et donc à des erreurs de raisonnement. Et c'est assez intéressant. C'est pas qu'on est bête, c'est pas qu'on n'est pas rationnel, c'est qu'en allant trop vite, on fait des erreurs de raisonnement. Et ces erreurs de raisonnement, ces erreurs de logique, c'est un défaut du système 3. Donc, qu'est-ce que vous devez en retenir? Vous devez en retenir que nous sommes peut-être plus rationnels que nous le croyons. En tout cas, que les travaux de la psychologie comportementale peuvent le laisser croire. C'est pas ce qu'elles prônent. Elles ne disent pas que nous sommes irrationnels. Elles disent que y a un présupposé d'irrationalité. Kahneman pense que nous manquons de rationalité. Si on écoute Oudé, c'est pas qu'on n'est pas assez rationnel, c'est qu'on n'active pas assez l'inhibition. Donc, bonne nouvelle, vous êtes plus rationnel que vous le croyez, mais vous ne faites pas l'effort de l'être. Le deuxième point, nous devons mobiliser notre système 3. Et c'est bien, c'est un truc qu'on éduque. C'est très, très bien. On peut prendre le réflexe. Il y a plein de façons de prendre le réflexe. Il y a plein de façons d'éduquer le contrôle inhibiteur. La première façon d'éduquer le contrôle inhibiteur, c'est de se dire, tiens, est-ce que ce qui nous arrive est nouveau? Est-ce que le sujet que je dois traiter est complexe? Est-ce que les enjeux de la prise de décision sont grands? Est-ce que c'est étrange? Ce sera peut-être un thème pour une prochaine chronique. Est-ce que c'est étrange? Si vous vous faites l'effort de vous poser cette question, c'est fugace, mais tout d'un coup, ça vous dit, ouh là là, système 2, je vais devoir réfléchir. Bonne nouvelle, vous êtes capable de faire ça en vous assurant juste que vous êtes en terrain connu pour prendre une décision. Faites donc attention dans le bon sens à vos émotions, à votre corps. Ce que vous dit votre corps est important. À nouveau, votre cognition est incarnée. Votre façon de comprendre le monde se joue, se vit dans votre corps, dans vos tripes, dans votre cerveau, dans la façon la plus intuitive. Soyez très attentifs. Quand on a peur face à quelque chose, c'est souvent un bon signal. La question, c'est de comprendre de quoi c'est le signal. Il n'y a rien de pire que d'ignorer ces signaux-là.
Et le quatrième point que je veux partager avec vous, c'est attention à l'intuition. Cette fois-ci, attention avec un point d'exclamation. Faites gaffe. Faites vraiment gaffe. Le drame de l'intuition, c'est qu'on pense, quand on en a un peu, qu'on en a pour tout. Revenez au système 1 et au système 2. Si votre intuition s'exprime sur des sujets pour lesquels vous avez une grande expérience, alors, a priori, votre intuition, vous pouvez lui faire confiance. Si votre intuition s'exprime sur un sujet que vous ne connaissez pas, faites gaffe. Et là, je vais reprendre la métaphore de la voiture. Certains d'entre vous ont compris qu'ils ne faisaient même plus attention au passage de vitesse. C'est un truc qui se manifeste très très bien quand nos enfants, si on en a, sont à l'âge de la conduite accompagnée. Ils viennent d'obtenir le droit de conduire avec vous. Vous vous asseyez pour la première fois sur le siège passager et votre enfant s'installe sur le siège du conducteur. Ça démarre, et là, il y a des trucs dans votre corps qui vous agitent lourdement. Vous avez mal au bide, en fait, vous avez mal à votre moteur. Le mal au bide est un mal au moteur. Pourquoi? Parce que vous savez que vous êtes en sur-régime. Plutôt, vous savez que votre gamin, votre fille, est en sur-régime. Vous n'avez pas besoin de lui dire pourquoi elle doit changer de vitesse, mais d'office, vous lui dites « change de vitesse ». Là, votre intuition est fabuleuse. Lui, il en est encore à se dire « oh là là, je mets ma ceinture, je vérifie mon rétroviseur, j'allume le contact, je débraye, je passe ma vitesse, j'embraye, j'accélère. Papa, tu as l'air stressé. » Ben oui, t'entends pas, là, tu devrais déjà être en troisième. Vous voyez ce que je veux dire? Votre enfant n'est pas encore dans c'est de l'intuition, il n'est pas encore dans l'apprentissage. C'est le bon exemple de l'intuition. Souvenez-vous le mauvais exemple. « oh là là, je suis en plein stress, mon équipe est en train de partir en vrille. Vous savez quoi, on va faire ça. » Et vous n'avez même pas vérifié pourquoi vous aviez l'intuition que l'équipe partait en vrille. En fait, vous n'avez pas fait gaffe à des signaux que vous ne connaissez pas. La situation, vous ne l'avez jamais vécue, mais par réflexe, vous vous dites « oh, quand ça part en vrille, c'est moi qui reprends le contrôle. » Ben oui, mais non, pas toujours. Parfois, quand c'est vous qui reprenez le contrôle, c'est la boîte qui va dans le mur. C'est ce président, directeur général, ce président plutôt, qui a embauché un DG pour tout mettre en ordre. Le DG, il structure tout. Et tout d'un coup, le président arrive en disant « t'arrêtes tes conneries, et là, tu crames 100 000 euros. » Ah ben oui, mais non, là, on va casser la machine si on fait ça. Tu te tais, tu obéis. Ça, c'était une mauvaise décision liée à votre intuition sur un sujet nouveau dont vous n'avez pas l'habitude. Voilà, je résume. Vous êtes plus rationnel. Pensez à réfléchir aux situations pour savoir si le système 1 est adéquat. Faites confiance à vos émotions et nourrissez votre intuition, éduquez-la. Ça aussi, ce sera le thème peut-être d'une prochaine chronique. Est-ce que vous avez des questions, des envies d'hurler parce que je dis des aberrations? Merci Patrice, il y a certainement dans ta chronique, je te propose d'arrêter le partage d'écran, il y a certainement dans la chronique quelque chose d'assez dérangeant. Et on était tellement tranquille avec deux systèmes. Hein, on avait l'intuition, vous savez, vous vous souvenez de cette phrase célèbre, l'intuition, c'est l'intelligence qui fait un excès de vitesse. Ouais. Et puis on avait le système rationnel, on se pose, on réfléchit, on fait des étapes, et en fait, on tout son petit raisonnement tranquillement. Et là, maintenant, tu nous dis, en fait, il faut écouter son corps, en fait, il faudrait se méfier un peu de son intuition, ça on le sait, je crois que tout le monde le sait, mais en même temps, dire le raisonnement lui-même n'est qu'une forme de moment, il y a une troisième solution. En fait, vous le savez. Ouais. Vous le savez, la question, c'est ce que vous l'écoutez. J'entends. Quand Kahneman dit la cognition est incarnée, et Coudet insiste aussi, il dit exactement la même chose. Vous savez que là, c'est pas simple. Le truc, c'est qu'on est tenté par efficacité. Et quand je dis efficacité, elle est énergétique, hein, Oui, par efficacité. La tentation, c'est de rester système. J'ai un exemple, si vous voulez. Avec plaisir. J'étais en vacances avec ma compagne et on conduisait, donc j'avais Waze qui avait l'intelligence artificielle pour éviter les radars. Donc je faisais attention, moi, en tant que copilote, à ne pas avoir de radar proche de là où on conduisait.
Et puis tout d'un coup, il y a eu visiblement un radar non détecté par Waze parce qu'il était peut-être en mode volante et donc on a reçu une amende et on n'a pas fait attention à celui-là parce qu'on l'a pas vu du tout en fait. Hmm. Je sais pas si c'est un système 2 ou 3 ou un par rapport aux boîtes de vitesse, mais c'est un exemple dans la... L'exemple est sophistiqué. C'est le fait de trop. Là, tu t'es reposé sur le système 1 de la machine. C'est encore Voilà. pire. Tu as délégué, tu as abdiqué. Non, mais c'est intéressant parce que dans les systèmes automatiques qu'on utilise beaucoup, tu pointes un truc qui est une mise en abîme et qui est fabuleux. C'est fabuleux cette mise en abîme. On est tenté de déléguer à des systèmes externes en arrêtant l'inhibition. On devrait savoir que quand on utilise un système 1 qui plus est externe, ça ne nous exonère pas d'être attentif aux signaux du monde réel, la carte et le territoire, etc. etc. Mais on se fait piéger potentiellement par des systèmes 1 externes et ton image est très très bonne, Mathieu. Sans compter qu'on se sent un peu en colère contre soi-même parce qu'on réalise à ce moment-là que, mais bon sang, mais Waze ne voit pas alors tous les objets, tous les obstacles, tous les dangers et tous les radars qui sont sur ma route. Et effectivement, ça nous rappelle que la réalité est très complexe.